À 17 ans, en fait, j'ai eu mon premier cancer. Donc voilà, c'est à 17 ans que, en sortant du bac, quand j'ai vu que tout le monde continuait ses études ou commençait à travailler et que moi, je devais faire des chimios, on s'en rendait pas encore compte qu'il y avait un niveau de traitement qui était assez élevé. Mhm. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je sors de 3 cancers, de 2 greffes. Aujourd'hui, 2024, on est en mois de mars, mais le 20 février de l'année dernière, je sors d'une deuxième greffe. Donc ça va faire 1 an que j'ai fait une greffe de cellules de moelle épinière. Entre-temps, donc ces 6-7 années, on a monté beaucoup, beaucoup de projets. Et c'était plus, comment je pourrais dire, pour répondre à ta question, c'était, comment on peut dire, je prenais l'air quand je faisais ce genre d'activité, ce genre de Mhm. projet. Ça me faisait du bien. Des fois, on faisait des activités avec les jeunes. Je crois que c'est moi qui m'amusais le plus. Je te parle sérieux. Pour vous, qu'est-ce que la réussite? C'est l'argent ou l'amour? Là, c'est donc, l'amour, c'est ici. Les deux, c'est ici. Et l'argent, c'est ici. Là, c'est C'est tout là. parce que déjà, l'argent, quand on dit argent, c'est la réussite, c'est dans les études. Par exemple, moi, je veux devenir avocat, bah, j'espère que je deviendrai un avocat. Quand, par exemple, dans les études, et puis dans l'amour, j'aurais dit rendre fier ses parents et fier toute sa famille. Et surtout. Est-ce que ça en a valu la peine? Je pense pas. Mais toi, cette conscience, tu l'as eue parce que t'es passé par là. On est d'accord? Ouais. Tu prends un jeune qui est dans les RICS et tu lui poses des questions, etc. Disons-nous les choses. Sur plus. Eh, t'as vu les RICS? Déjà, j'en ai marre de prendre la parole sur les RICS, tu vois ou pas. Pour moi, c'est un truc qui mène à rien et qui mènera jamais à rien. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, Auto, Moto, École. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, Auto, Moto, École. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec un homme fort. On doit se voir depuis. On s'appelle, on s'envoie des messages. Ça va se compter en années carrément. Il vient d'un endroit qu'on appelle Bretigny. Je me souviens d'une époque où j'étais à Langevin, au lycée à Sainte-Geneviève-des-Bois, et les mecs appelaient Bretigny Bretteville. Je ne sais pas si ça se dit encore. Ça dépend pour qui. Monsieur Alan, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, tu vas bien? Franchement, ça va. Ça va? Ça va. Tranquille. La route ne fut pas trop... Non, franchement, dimanche matin, route fluide, il fait beau, donc on va pas se plaindre. Monsieur Alan, responsable de l'association La Fierté des Nôtres à Bretigny. Il était vacataire dans mon centre social, l'espace Massy Opéra. Je le croisais, on se disait bonjour poliment, jusqu'à ce que je daigne engager une conversation avec lui. Chose qu'il ne savait pas, c'est que je savais en partie qui il était. Anaïs m'avait quelque peu parlé de lui, dans les grandes lignes. Ce qu'elle m'avait témoigné le concernant m'avait sacrément, profondément touché. Au fil de la discussion, par souci d'honnêteté, je ne puis m'empêcher de lui avouer
en espérant qu'il n'en veuille pas à Anaïs pour m'avoir dévoilé ce qu'il lui avait confié. Il le prit plutôt bien, et là je perçus davantage toute sa belle humanité. Au fil de la discussion, il me fit savoir d'où il venait, Bretigny. Je lui répondis que j'ai des gars là-haut, entre autres mon gars Youssef, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, avec lequel je fus médiateur à Évry, les bougons bleus à la gare d'Évry et dans les bus, pour ceux qui s'en souviennent. Il me répondit, truc de fou, c'est mon grand, je l'ai vu hier. Et j'ai grandi et je traîne avec son petit frère. Tel des aimants, instantanément, nous nous sommes rapprochés. Je le dis souvent en off, lorsque deux mecs de cité, qui de base ne se connaissent pas, se rencontrent pour la première fois et qu'ils évoquent leur bonne connaissance en commun, instantanément les visages s'éclairent, des sourires s'esquissent, les regards s'adoucissent, le rapprochement est mutuel, instantané, c'est fascinant. Par la suite, il m'a exprimé ce qu'il faisait avec sincérité pour les petites chez lui. Je me suis reconnu en lui. Dis-nous les choses avec mon frère presque de sang, Alan, Mohamed du quartier de la Rosière à Bretigny. La Fontaine. La Fontaine, excuse-moi, à Bretigny. Ça, c'est... Rosière, c'est Youssef. Là, là. Comment vas-tu depuis? Bah écoute, ça va, hein, ça va. Mhm. Donc, petit à petit, il s'est passé beaucoup de choses. Mhm. Donc, on essaie de se remettre petit à petit maintenant pour reprendre l'associatif. Mhm. Voilà, donc le sujet du jour, on va se concentrer là-dessus et pas déborder. Ok. Donc voilà, après, franchement, ça va. Ça va. Et toi? Mon frère, alhamdoulilah. Bon, Voilà, c'est le ramadan, on est bien. bah, tant mieux alors. Peut-on compter sur la nouvelle génération pour nous succéder dans notre combat pour les quartiers, pour continuer, comme il se doit, notre combat pour les quartiers populaires? Bah écoute, en tout cas pour ma part, à Bretigny-sur-Orge, j'ai peur. Ok. Ouais, j'ai peur de la relève. Mhm. En fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes avec qui j'ai travaillé. Maintenant, j'ai quand même 26 ans. Donc, j'ai une belle expérience quand même dans tout ce qui est l'insertion sociale et le rapport avec les jeunes. Et quand je vois, on va dire, mes collègues qui sont plus jeunes, tu vois l'envie. Mais le problème, c'est qu'ils sont partagés entre l'envie de vouloir faire comme nous et, comment on peut dire ça, et être proche de leurs amis à eux. Donc, il y a des codes qui vont pas suivre comme nous. C'est ça qui est dommage. Je vais te donner un exemple. Nous, on le faisait, c'est-à-dire quand j'ai monté des projets, par exemple, je ciblais pas un quartier en priorité. Tu pouvais venir de n'importe quel quartier, tu pouvais accéder à l'événement. Alors que j'ai l'impression que les jeunes de maintenant, qui veulent prendre le relais indirectement, ils se focalisent seulement sur les jeunes qu'ils connaissent bien. Ils vont pas chercher ailleurs. Et des fois, le problème, il n'est pas là où on est, il est ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai peur un peu. Par exemple, là, on me croisait dans la ville, voilà, comme j'ai arrêté pendant un moment les événements associatifs. Voilà, il n'y a plus rien. Mais par rapport au détriment de ma santé, je peux pas me permettre de faire d'autres événements. Ce serait bête de faire un événement et d'arrêter pour toujours, alors que je peux arrêter un peu et reprendre pour toujours. Donc tu parles de favoritisme. C'est-à-dire, il y en a qui favorisent des jeunes plutôt que d'autres parce qu'ils les connaissent mieux. Ben, je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, je suis parti à la mer avec les petits de mon quartier il y a 2 ans maintenant, un été. Mais je savais qu'il y avait d'autres petits de l'autre côté de la ville. Parce que Bretigny, c'est coupé en deux. Il y a le quartier La Fontaine, Sablière, Rosière. Et de l'autre côté de la piste, on appelle ça le quartier sud. Il y a les autres quartiers et le reste de la ville. Et il y a d'autres jeunes également là-bas. Et nous, on a la chance d'avoir grandi et d'avoir transmis aux jeunes le respect avec les grands. Alors que de l'autre côté, je trouve qu'il n'y a pas ce rapport-là. C'est directement petit-grand. Et on peut traîner ensemble, il n'y a pas de problème, on peut se dire les choses, il n'y a pas de problème. Donc j'ai également organisé une sortie à la mer avec des petits avec qui vraiment je n'étais pas vraiment proche. Et c'est comme ça que j'ai appris à les connaître et j'ai cassé ces codes en fait. C'est pas parce que c'est pas les petits de chez moi que je peux pas faire des événements avec eux. Mais tu dis pas que c'est un manque de maturité, ça? Parce que moi, je le vois dans le monde associatif et le monde de l'animation. Il y en a, ils se mettent dans ces domaines-là. C'est comme s'ils n'avaient pas fini de grandir. Tu vois, parce que ce truc de favoritisme, c'est un truc de gamin en fait. Parce que je t'aime bien, parce que je te connais bien, toi, je te favorise plus qu'un autre.
Je suis d'accord Mhm. à 100% parce que. Mais après, j'essaie de relativiser parce que je me Mhm. dis, c'est quand même la génération Covid qui arrive. Mhm. Les mecs qui avaient 17 ans, 18 ans quand il y avait le Covid, jusqu'à 20 ans, ils étaient chez eux. Mhm. Alors que nous, on était dehors, on avait déjà commencé l'associatif. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un écart psychologique. Et tu le sens que c'est un manque de maturité. Après, je leur en veux pas parce qu'ils font quand même des choses, Mhm. mais indirectement, ça crée de la frustration ailleurs. Mhm. Après, on parle vraiment d'un cas général, sans viser des Oui, non, personnes, non, parce non, qu'en vérité, visuel. vrai, moi, je te dis, je le constate. Et moi, je suis dans le domaine associatif et de l'animation depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et je sais que c'est des choses que j'ai relevées lors de réunions, tu vois. J'ai dit, mais c'est quand même des animateurs, tu sais, dans le monde de l'animation, ils s'approprient des jeunes. Oh, et ça, c'est mes jeunes. Tu sais, je suis là, je regarde, je dis, mais je comprends que tu sais, Une affinité. on a un métier où, tu as vu, c'est très humain. Tu Oui, vois, bien c'est sûr. particulier l'animation, parce que c'est très humain, et du coup, on a des affinités particulières avec tu sais, les jeunes qu'on accompagne ou qu'on anime, tu vois. Mais il faut arriver à, des fois, prendre un peu de distance. Parce que tu as vu, sinon, tu as vu, il y a cette notion d'affect, tu sais, comme ils disent Bien dans les sûr. formations, dans l'animation, tu vois. Moi, perso, voilà, quand tu suis la formation de l'animation, ils te disent, il faut pas d'affect. Mais en réalité, on est des êtres humains. Tu es Oui, bien obligé sûr. d'avoir de l'affection pour Bien sûr, bien sûr. surtout nous, avec le public des quartiers, tu vois. Mais je trouve qu'il y en a qui, peut-être, n'ont pas réglé des problèmes avec eux-mêmes, se mettent dans ces domaines-là, et du coup, ben, ils font un peu chambouler un peu la machine, tu vois. J'ai cette impression, tu vois. Mais est-ce que toi, parce qu'en réalité, cette question, je l'ai posée à toi, en vérité. Parce que là, tu m'as parlé de la relève de, comment dire, des générations qui sont juste derrière la tienne. Mais moi, je te pose la question à toi. Alan, est-ce qu'on peut compter sur toi et ta génération pour nous succéder dans le combat pour les quartiers? Est-ce qu'on peut compter sur toi et d'autres? Moi, personnellement, j'espère oui. Mhm. J'espère continuer comme je le suis. Après, comme je t'ai dit, il faut la santé. Mhm. Si la santé le permet, on continuera. Moi, personnellement, en tout cas, je continuerai mon combat tant que je le peux. Après, il y a toujours des objectifs individuels aussi, des projets individuels. Donc, pour l'instant, je suis encore là. Moi, personnellement, je suis motivé et je continuerai à combattre ce que j'ai commencé dès le départ. Mais qui c'est qui t'a inspiré, toi? Parce que moi, je sais que j'ai été inspiré par des plus grands. Est-ce qu'il y a des plus grands qui t'ont mis le pied à l'étrier pour que tu Non, sois comme ça aujourd'hui? non. Non. En tout cas, moi, j'ai grandi à Villejuif. Mhm. Je suis arrivé à Bretigny, j'avais 13-14 ans. Dédicace à Omar. C'est lui qui m'a accueilli la première fois au collège à Paul Éluard et ses petits frères Youssef. Mon Donc gars. aujourd'hui, c'est toujours pareil. Non, en vrai, ben en fait, pourquoi je l'ai fait? Parce que nous, on nous a rien. Moi, personnellement, j'ai jamais eu un grand qui a fait les choses pour nous. Ok. Ouais, jamais. On n'a pas eu. Moi, personnellement, à Bretigny-sur-Orge, il n'y avait pas il y avait pas d'événement associatif plus que ça. Quand je suis arrivé, en tout cas. On me parlait beaucoup du passé, d'une association, des mamans, etc., qui ont fait le nécessaire avec le centre social pour aller en séjour, pour faire des sorties à la mer. Moi, personnellement, je suis arrivé, rien de tout ça. Donc, c'est ce qui m'a motivé individuellement. Mhm. Et certaines épreuves aussi de la vie qui ont fait que je me dis, si je le fais pas, personne ne va le faire. Et également, j'ai un petit frère de cette génération-là, d'en bas, c'est un 2005. Je me dis, ouais, ils sont là tous les étés, ils font rien. Si je reste pas au contact au quotidien avec eux, ça peut créer un sacré écart et on voit les générations qui suivent, hein, c'est un peu compliqué. Donc c'est ça qui m'a motivé. Mhm. Ouais, c'est ça qui m'a motivé. Et même, j'ai eu la chance de travailler au service jeunesse. Mhm. J'ai eu la chance de travailler en animation, de travailler en crèche, en maternelle, de faire des colos. Donc je me suis dit, et pourquoi pas faire mes propres projets? Pourquoi toujours dépendre de certains organismes? Et c'est ça qui m'a motivé. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon association La Fierté des Nôtres, avec l'aide de certains amis qui me mettent dans l'ombre, qui n'aiment pas trop les caméras. Mhm. Nous, on aime ça. Hein. On a des gars, c'est des gars de l'ombre. Nous, on Ils aime les veulent- caméras, nous. Non, en vrai de vrai, voilà, je leur fais un gros big up parce qu'ils me soutiennent aussi beaucoup. Et ils font beaucoup de choses. Moi, vraiment, c'est vraiment moi la caméra, mais il y a un vrai soutien derrière. Donc, je les remercie pour tous les projets qu'on a pu faire tous ensemble et j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Mais est-ce que c'est pas. Tu sais, moi, quand j'ai des gars à moi qui. Parce
Parce que là, on vit dans une époque où les gens ils veulent être absolument devant les caméras, tu vois. C'est Mm. en mode pour rien dire, et Bien pour sûr. rien transmettre. Et on a d'autres gars, ils ont trop de choses à dire, et ils sont trop bons, ils ont un trop bon cœur. Et moi, quand je leur dis, les gars, venez vous asseoir, on discute. Eh, alors, non, c'est pas mon délire. Mm. Tu vois, et je me dis, ces gars-là, je les respecte parce que c'est trop honorable. C'est-à-dire, il y a des gars, toi, je suis sûr, dans l'ombre, tu les mets là, ils discutent avec nous, mais laisse tomber. Comment ils. Même sur les réseaux, même les gens, même ça se trouve, voilà, ils pourront avoir, comment dire, ils pourraient même être des influenceurs carrément. Tellement Ouais, les bien mecs, sûr, ouais. ils ont une personnalité, tu vois. Bien sûr. Et je trouve pas que c'est grave honorable quand certains de nos gars, ils ont pas envie d'être devant les caméras. Ah non, ils non, nous mais aident moi, je de le dis fou malade. clairement. tu Je vois. le dis clairement. Je dis, tout seul, c'est presque impossible de monter des projets, Mm. surtout à l'heure d'aujourd'hui. La prise de risque aussi, elle est grosse, elle est très grosse. Et s'il n'y avait pas ces personnes dans l'ombre qui interviennent de temps en temps, vraiment, et j'abuse quand je dis ça, mais vraiment, c'est tellement rare que, bah, que ça fait vraiment plaisir, en fait. Mm. Et sans ces mecs-là, je pense que nous, les gens qui aimons les caméras, il n'y aurait rien. Mais c'est vrai, c'est la vérité, en vrai. Vraiment, pour moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Mm. Mais après, tu as vu, c'est bien de savoir, en tout cas, dans quelle configuration on est à l'aise. Tu vois. Et de manière, dans chaque équipe, il faut des rôles. Bien en fait. sûr. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui. C'est eux les porte-parole de nos équipes. Donc, du coup, ils sont à l'aise devant les caméras et c'est parti, frère. Et d'autres qui sont dans l'ombre et leur délire, c'est, t'as vu, moi, je viens, je suis cerveau ou bras, ou les deux, et vas-y. Ma place, elle est là. Bien sûr. Ouais. Et je trouve que c'est. Voilà, j'aime bien ce genre d'organisation. Ah oui, bien sûr, après, ouais. Mais après, il y aura toujours des meneurs, des leaders. Ouais, c'est ça, et- exactement. On est là-dedans. C'est ça. C'est le monde qui est ainsi. T'as vu dans mon intro, je parlais de Anaïs. Ouais. Tu vois, big up elle d'ailleurs, parce Ouais. qu'aujourd'hui maintenant elle est au Canada. Ouais. Elle est dans d'autres perspectives. Elle est plus avec nous, mon frère, tu vois. C'est Et du clair. coup, voilà, moi, je me souviens que moi je te croisais dans le centre social EMO, Espace Massy Opéra, big up à toute cette équipe d'ailleurs. Et voilà, on se saluait comme ça, tac, et je sentais que tu étais respectueux. J'ai dit, lui, ça se voit, c'est un bon, lui, tu vois, mais tranquille. Tu vois, moi, je venais dans mon bureau, je repartais, j'avais des rendez-vous. Et un jour, je me pose avec Anaïs, et du coup, elle me parle de toi. Elle me dit, ouais, t'as vu, Alan, tac, tac, elle m'explique un peu, tac, et voilà, ce que tu fais pour les petits, et d'autres choses encore, tu vois. Et du coup, t'as vu, je me souviens qu'elle m'avait dit un truc qui m'avait touché, et j'ai dit, hey, non, le frère, il est là. Il est dans un certain état de santé, mais il bombarde pour les petits. J'ai dit, c'est un truc de malade, frère. Et je lui disais que quand je le crois, je sens un truc en lui, tu vois, une espèce d'aura de. Voilà, tu sens quand quelqu'un il a une belle aura, une bonne aura, tu vois. Du coup, comme je t'ai dit, hein, t'as vu, moi, ce qui m'avait touché, c'était que le fait que, voilà, je sais pas si on peut en parler ici, tu vois, mais depuis tout à l'heure, tu l'évoques, tu vois. Ouais, Comme quoi, indirectement, ouais. Voilà, comme quoi, à un moment donné, tu es obligé de prendre du recul par rapport à l'implication que tu as vis-à-vis des petits de Bretigny, parce que la santé, il faut que tu la préserves. Du coup, je ne sais pas si tu veux en parler ici, mais quoi qu'il en soit, avec comment dire, ton état de santé, comment tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire à être aussi déterminé et en même temps à te soigner. Bah, vu qu'on en parle un petit peu, on va évoquer certaines choses. À 17 ans, en fait, j'ai eu mon premier cancer. Donc voilà, c'est à 17 ans en sortant du bac, quand j'ai vu que tout le monde continuait ses études ou commençait à travailler et que moi, je devais faire des chimios, on s'en rendait pas encore compte qu'il y avait un niveau de traitement qui était assez élevé. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je sors de 3 cancers, de 2 greffes. Aujourd'hui, 2024, on est en mois de mars, mais le 20 février de l'année dernière, je sors d'une 2e greffe. Donc ça va faire 1 an que j'ai fait une greffe de cellules de moelle épinière. Entre donc ces 6-7 années, on a monté beaucoup de projets. Et c'était plus, comment je pourrais dire, pour répondre à ta question, c'était, comment on peut dire, je prenais l'air quand je faisais ce genre d'activité, ce genre de projet. Ça me faisait du bien. Des fois, on faisait des activités avec les jeunes. Je crois que c'est moi qui m'amusais le plus. Je parle sérieux. Par exemple, on allait au l'Urban Jump, on allait au bowling, on allait au speed park.
j'avais l'impression de m'amuser plus qu'eux. Ils s'amusaient, hein, mais moi-même, je m'amusais autant qu'eux. Et pourtant, j'ai 10 ans de plus qu'eux. Mais c'est réel. Ou quand on a fait des événements sportifs, moi personnellement, je n'y connais rien au basket. On a monté quand même 2 événements basket. Dans les 2 événements, on a fait gagner en tout plus de 100 lots. Tu vois, ça fait pour les jeunes, ça fait toujours plaisir. Et voir les autres s'amuser dans un esprit de fédération, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Tu te dis, ah ouais, on a réussi à faire un vrai truc. Alors qu'à la base, franchement, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, par exemple. On a d'autres projets, tu vois. On a d'autres projets. Et comme je t'ai dit, j'espère que la santé le permettra. Mais c'est vraiment une brise d'air, ce genre de projet pour moi. Et c'est comme ça que personnellement, je prends beaucoup de plaisir, tout en assimilant les traitements. Et puis même, je me dis toujours, il y a pire. Moi, personnellement, voilà, je lui fais un petit coucou. J'ai ma cousine, elle a la mucoviscidose. Tu vois, c'est des maladies, indirectement, ça reste incurable. Tu vois, moi, personnellement, j'ai 3 cancers. Les 3, je les ai éteints. Tu vois ce que je veux dire? On est là aujourd'hui et tant qu'on est encore là, on va pas se plaindre. Du coup, comme tu as dit, le fait que tu fasses des activités, voilà, c'est comme une brise d'air. Et du coup, est-ce que c'est ton cancer, les activités, est-ce que c'est ça qui explique ta détermination comme ça? Parce que moi, je te sens bien déterminé et très positif. Mais en fait, j'ai envie de transmettre une chose, c'est les épreuves ne font pas arrêter ta vie. Les épreuves font partie de la vie. Donc, est-ce que tu acceptes, tu combats et tu deviens acteur de ta vie, ou est-ce que tu deviens quelqu'un de passif? Tu es là, tu te plains. Il y a pire. Surtout à l'heure actuelle, 2025, partout dans le monde, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Pour se plaindre, il faut y aller. Franchement, il faut y aller. Nous, on a la chance de vivre, on a tous un toit, on a tous à manger. On est en France, on a la chance de pouvoir se traiter. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs traitements, mais on peut se traiter. Voilà. Donc, se plaindre, c'est limite se rajouter, on va dire, des bâtons dans les roues. Tu as vu, ce que tu me dis m'évoque ma mère, parce que ma mère aussi, elle a un cancer du sein. Enfin, en tout cas, qui s'est résorbé, mais elle est en rémission aujourd'hui. Tu vois. Et je sais que ce que les médecins conseillent aux patients, c'est de cultiver la positivité. Tu vois. C'est-à-dire que le fait d'être heureux et d'être positif, et tu as vu, c'est reconnu biologiquement, tu vois, et scientifiquement, que ça génère des hormones, tu vois, l'hormone du plaisir, du bonheur. Bien sûr. Et du coup, je sens en toi beaucoup de positivité. Et tu rigoles, mais que t'es vivant, mon frère. Tu vois. et du coup, ça favorise la guérison, en vrai, tout ça. Bien sûr. Ben, moi, j'ai des internes, des médecins internes, donc des étudiants en médecine, qui venaient souvent dans ma chambre pour me faire des rapports tous les jours. Ils venaient me poser des questions et tout. Et ils étaient très étonnés. Et ils me posaient beaucoup ces questions. Mais pourquoi vous le prenez mal, etc. Bon, après, moi, moi, personnellement, je suis musulman. Même dans notre religion, même les épreuves, faut savoir les prendre. C'est-à-dire, quand elle arrive, l'épreuve, quand l'épreuve arrive, c'est là que tu te rends compte des phrases positives ou pas. Qu'il faut garder le coup, qu'il faut tenir le coup, qu'il faut être solide, il faut être positif. Ça, après, c'est quand les épreuves arrivent qu'il faut vraiment encaisser. Et il faut vivre avec. Et comme je l'ai dit, de toute façon, quel est l'intérêt de se rajouter des bâtons dans les roues? Il y a déjà des épreuves, il faut avancer avec. Si en étant malade, on a réussi à faire tout ça, si on avait la santé, qu'est-ce qu'on aurait pas fait? Tu aurais pris le monde, tu l'aurais mangé. On l'aurait croqué. Croqué, comme une pomme, frère. Non, réellement, franchement. Donc, comme j'ai dit, après, j'ai quand même eu un gros soutien. J'ai la même équipe, les mêmes gars depuis les mêmes maladies. Même ma mère m'a toujours soutenu. Je n'ai qu'une malformation cardiaque. On est arrivé du pays. On est venu direct ici à Necker. Il y a 26 ans, je me suis opéré de ça. Aujourd'hui, après toutes ces épreuves, on est encore là. Donc, ma soeur, mon frère, tu vois, soutien toujours. Ça bouge pas, on est là. C'est la famille. Et, voilà. Et comme je l'ai dit, j'ai grandi avec mon équipe de gars. Et c'est toujours la même équipe avec qui je traîne, c'est toujours la même équipe avec qui je voyage. Pourtant, tout le monde, la plupart, est marié maintenant. Il y en a, ils ont des enfants. Mais ça bouge pas. On se voit peut-être moins, mais c'est des fois, ça fait du bien.
Tu vois, ça fait du bien d'avoir des gars qui sont là, qui te soutiennent, t'appellent de temps en temps, prendre des prises de nouvelles. Même tu vois, tes gars, ils avancent aussi, ils réussissent dans leur domaine, leur projet, ça fait du bien. Tu dis, au moins, on a bougé, on a des choses à raconter. T'as des mecs, moi personnellement, j'ai pas envie d'être là dans 20 ans et raconter ma vie à des petits, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, et après Et après Moi, bon, il y a des grands, ils me racontent leurs trucs. Ouais, on a fait ci, on a fait ça. Oui, et après Vous avez fait quoi pour nous? Rien. T'as fait ça, t'as fait ça. Moi, je suis pas là à raconter à tous les petits, les nouvelles générations. Ouais, j'ai ramené telle génération à la mer. Qu'est-ce que je m'en fous? Si demain je peux ramener cette génération-là, je la ramène. Et puis quand je le fais avec le cœur. Je le fais pas pour le raconter à des générations qui vont même pas me calculer à la fin. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Tu sais, quand tu as parlé de tes amis, ça m'évoque une phrase que j'ai vue ou que j'ai entendue. Elle dit: l'amitié est la plus belle forme d'amour qui soit. Et lorsque tu m'as parlé de tes amis, moi, ça m'évoque aussi mes amis, tu vois, avec qui j'ai grandi à Grigny, l'Ellipse. C'est ma Ligue 1, tu vois, ce qu'on appelait, mon équipe qu'on appelait le CDR. Et du coup, voilà, tout comme toi, je sais que, en vérité, c'est cette amitié qu'on ressent envers nos frères, c'est même plus de l'amitié, c'est de la fraternité. Et c'est de l'amour. Bien Et sûr, tu te non, rends compte bien que sûr. tu as vu, on a besoin d'amour pour vivre. Tu sais, comme on dit mon gars Barberich, c'est l'amour qu'on sent de tout en vérité. Tu vois. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, tu as parlé de spiritualité. Tu vois. Et on sait que dans la spiritualité, il y a cette notion de méditation. Il a été reconnu scientifiquement que les gens qui méditent et qui prennent du temps pour méditer dans la journée, ça contribue à régénérer leurs cellules. Ok. Je veux dire. Et du coup, en tant que musulman, en tout cas pour les musulmans qui pratiquent 5 fois par jour, et voire même plus parce qu'il y a des prières surrogatoires, on va dire que toi-même, voilà, avec la maladie que tu as, le cancer, en vérité, le fait d'être dans cette spiritualité et de prier et de méditer contribue à régénérer tes cellules. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, rien n'est anodin. Tu vois. Bien sûr, non, c'est clair. Le fait que tu sois musulman, le fait que, en tout cas, que tu crois. Et il y a même une statistique qui dit que les gens qui croient, c'est-à-dire en une religion, en tout cas à une spiritualité, ressentent 7 fois plus de bonheur que des gens qui ne croient pas forcément. Tu vois. En tout cas, c'est une statistique que j'avais lue il y a quelques années. Tu vois. Ok. Et, c'est bon à savoir. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, tu es sur la bonne voie, mon ami. Tant qu'on est sur la bonne voie, on remercie Dieu. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. Ouais. Et je pense que tu as une analyse des jeunes qui peut être, qui est, je pense, assez fine. Il y a eu le Covid, le confinement. Il n'y a toujours pas eu d'études précises sur l'impact du confinement sur la jeunesse. Toi, qui es un homme de terrain et qui est proche des jeunes, quel a été l'impact du Covid sur la jeunesse, selon toi? Ouais, franchement, il a pris un sacré coup. Pour avoir, j'ai fait 5 ans au collège en tant que surveillant. Ma première année, les troisièmes et ma dernière année, que ce soit troisième ou sixième, à la différence. J'avais l'impression de retourner, j'ai été animateur périscolaire également pendant 4-5 ans. J'ai eu l'impression de retourner en école élémentaire. Ouais. Quand les sixièmes, ils arrivaient et qu'ils jouaient à des jeux, j'avais l'impression qu'il y avait un vrai manquement. Il y a aussi des jeunes qu'on a eus, ils arrivent en 6e, 5e, ça ne savent pas lire, écrire. Et je me suis dit, oh là, il y a du boulot. Il y a des petits qui arrivaient, on en est arrivé à fouiller les sacs à l'entrée du collège. Parce qu'il y en a qui venaient avec des armes. Mais t'as 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tu fais quoi avec une arme? Ouais, au cas où. Au cas où quoi? Et c'est là que tu te dis, ah ouais, il y a un vrai coup psychologique qui a été pris. Et ça fait peur, hein, parce que là, par exemple, le collège où j'ai travaillé à Paul-Éluard à Bretigny, on a commencé, moi personnellement, quand j'ai commencé, il y avait 880 élèves. Ils sont à 1180, il y a toujours le même nombre de surveillants. Ok. 5 toilettes garçons, 5 toilettes filles. 1000 élèves. Hein. 1000 élèves. 1000 élèves. Voilà, je crois qu'ils sont entre 28 et 35 par classe. Déjà qu'il y a un coup psychologique. Si en plus on rajoute
tous ces éléments-là, je me demande si on n'est pas en plus en train de créer leur propre perte qu'autre chose. Ils arrivent en troisième, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Il y en a, ils ont des sacrées lacunes. Ça fait peur, hein. Mais des fois, j'en veux pas à ces jeunes-là. J'en veux aux parents en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Après, il y a quand même un problème avec l'école. C'est Oui, l'école non. de la République, c'est-à-dire que Je t'as suis vu, d'accord. manque de moyens humains, manque de moyens financiers. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, dans les statistiques, 15% des jeunes qui passent d'une classe à l'autre, il y a 15% des jeunes qui ne savent pas lire ni écrire. Tu vois, en tout cas, qui ont des difficultés. Et voilà, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais franchement, mais ça fait peur parce que, bah, tu vois, comme tout à l'heure, on a parlé des relèves, par exemple. La relève derrière nous, même derrière moi, derrière vous. Bah, ils ont été aussi génération Covid. Donc, c'est-à-dire 16, 18, 17, 19. Et c'est là que tu vois vraiment l'écart. Le manque, il y a eu un manquement. Quelque part, on dirait qu'il y a eu une case en moins. Et je suis pas en train de dénigrer, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pallier à tout ça? Tu vois, c'est ça. Des fois, je me pose ces questions-là aussi. Je me dis, nous, on est des gens au quotidien, on aime le terrain, on aime faire des événements, on aime fédérer les jeunes, mais des fois, on a aussi des manquements, nous. Mhm. Comment faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que si l'école, elle le fait pas, les parents, ils le font pas, qu'est-ce que nous, on pourrait faire de plus? Parce que nous, personnellement aussi, on est dans le grand bain, on n'a jamais vécu le Covid. Enfin, dans le sens, quand je dis ça, c'est-à-dire, on a eu la chance d'être déjà un peu grand, 19, 20 Ouais. ans. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir une certaine maturité, même parmi les épreuves aussi que j'ai vécues. Mais ce que je veux dire, c'est, on n'est pas formé pour ce type d'événement, en vrai de vrai. Mhm. Comment faire pour aider ces jeunes-là maintenant? C'est ça qui me fait peur, en fait. Surtout ça. Tout à l'heure, tu as parlé d'armes que tu retrouvais. Ouais, des couteaux, des matraques. Mhm. Dis. Parce que tu sais, en 2020, pendant le Covid, il y a eu une augmentation des RICS, Oui. notamment dans l'Essonne. Plus de 300 RICS. Tu vois. Et tu te rends compte que voilà, pendant le confinement, il y a des jeunes qui se faisaient contrôler dehors par la police parce que ils respectaient pas le couvre-feu. Il y a eu même un dérèglement au niveau de certains jeunes. Tu vois. Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit que clairement, il y a des gars, eux, qui fumaient, qui buvaient, se sont mis à plus boire et plus fumer. Ils ont même fini en hôpital psychiatrique. Tu vois. Et le fait qu'ils soient confinés et qu'ils puissent plus ressortir, ça explique aussi la violence, les risques. Et d'ailleurs, même dans les foyers, il y a eu une augmentation des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Bien sûr. Et voilà, je rebondis sur ce que tu disais, les parents. Est-ce que tu ne dis pas que... Bon, en tout cas, il y a des parents qui s'occupent de leurs enfants. Bien En tout sûr, cas, non. qui arrivent, en tout cas, avec tant bien que mal. Mais tu ne dis pas que ceux qui sont dépassés, ils sont aussi dépassés par la société, par le fait qu'ils travaillent beaucoup, c'est qu'ils n'arrivent pas à... Comment dire, tu vois des familles où, clairement, c'est le grand frère qui a peut-être 12 ans, 11 ans, qui s'occupe des autres parce que les deux parents, ils travaillent beaucoup. C'est-à-dire, les parents, ils peuvent partir au travail à 7 h du matin, enfin, même des fois à 6 h du matin, et c'est le grand frère qui réveille les petits frères pour les habiller, les laver, petit déjeuner, et on va à l'école. Et le soir, les parents, ils arrivent à des 20 h. Tu vois, et parce que ils essaient de joindre les deux bouts, et du coup, ils voient leurs enfants que tard le soir. Et limite, même certains les voient tôt le matin parce que ils arrivent à avoir des horaires qui soient adaptés à cela, mais d'autres, des fois, ils voient leurs enfants que le soir. Ouais, en fait, je comprends. Franchement, je comprends. Mais comment on peut dire ça? Je dirais, le travail, aller au travail au prix de perdre l'éducation de ses enfants, est-ce vraiment nécessaire? Au final, dans 18 ans, 17 ans, il y en a qui sont en prison, qui ont pris des sacrées peines, il y en a qui sont en psychiatrie. Mais pourquoi attendre à ce qu'il y a ces événements-là? Ou même, il y en a qui meurent. Il y a des petits les parents, on les appelle pour dire votre fils s'est fait planter, ou votre fils, il a fait ça, il est décédé. Pourquoi attendre ces événements-là pour se réveiller? Avec on va dire, s'il y a une descendance de frères et sœurs. C'est ça, en fait, que j'arrive pas à répondre à cette question-là, clairement.
je veux bien que c'est dur, surtout le monde aujourd'hui, ça évolue même financièrement. Mais l'éducation des enfants, ça reste primordial. Parce que tu te dis, moi j'ai des parents, quand je travaillais au collège, je l'ai appelé, ouais, votre fils, un exemple, votre fils, il a fait ça. Non, c'est pas possible. Moi, ma mère, tu l'appelais, jamais de la vie, elle va te dire, le professeur, il ment. Ou un tel, il ment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, ils ont une certaine image de leurs enfants, surtout à la société actuelle. C'est plus la même que celle que nos parents avaient. C'est vrai que je l'entends beaucoup, ça. Que des parents défendent leurs enfants, mais pour tout. Voilà. Comme tu as dit, nous, on est d'une époque où même les parents, des fois, ils croyaient même trop les profs que nous. Beaucoup trop les profs que nous. Tu vois. Du coup, notre parole, elle n'avait pas forcément beaucoup de valeur. Mais là, aujourd'hui, c'est l'inverse. En tout cas, pour certains parents. Bon, pour beaucoup, même. Ouais, et je trouve ça dommage. Parce que peut-être qu'on donnait trop de crédibilité aux professeurs, mais au moins, on avait une certaine garantie d'éducation. On avait peur des profs, on avait peur de nos parents. On était entre les deux. Même si on était des bêtisiers ou pas, il y avait toujours cette peur, ce petit truc qui fait que... On était pas ensemble, je crois. C'est ça. C'était mort, ils sont ensemble. Eux, ils sont ensemble, c'est mort. Ensemble. Même s'ils ne se connaissent pas, ils sont ensemble. Moi, je me souviens d'un prof lors de... Tu sais, quand il y avait les rencontres parents-prof, tu vois. Et je me souviens d'un prof qui était là. Il était sévère, parce que moi, je suis d'une époque où carrément les maîtres et maîtresses en primaire, nous, à Grigny, ils nous frappaient. Tu vois, et c'était pas normal. Hein. C'est après, des années plus tard, on a dit, mais gars, comment un prof, il peut arriver, il t'embrouille. Nous, on aimait bien, t'as vu, avant, il y avait des cages de foot qui étaient pas forcément solides, mais étaient juste posées. Oui. Et nous, on aimait bien sur la transversale. On avait des profs qui arrivaient, on avait des touffes de cheveux, mon frère, ils nous tiraient comme ça. Après, ils nous mettaient des tartes. Je me souviens de profs qui nous jetaient contre le mur, ils nous shootaient par terre. Et nous, on trouvait ça presque normal. Tu vois, on disait, ouais, c'est normal. Des fois, nos parents, quand on rentre chez nous, on fait des bêtises pareilles. Eux-mêmes, ils ont grandi dans un truc où, vas-y, tu gazes, coup de ceinture, fil d'antenne, d'antenne de la télé, chaussures volantes, volantes, tu vois. Et du coup, en fait, des années plus tard, je me suis dit, mais ces profs-là, ils nous frappaient comme ça. C'était pas normal. Et après, je me suis rendu compte aussi qu'ils n'avaient pas forcément eu le concours suffisant pour pouvoir choisir là où ils devaient travailler. Et du coup, il y avait des profs qui, je pense, des maîtres et maîtresses qui devaient être aigris. Imposés. Ils se sont dit, là, je suis ici, là, dans les quartiers. Voilà, ils étaient aigris. Et du coup, je pense qu'ils se vengeaient pas mal sur nous. Et je me souviens d'un prof qui, en pleine rencontre parents-prof, il avait dit à mon père ou à ma mère, je pense, oui, Aboubacar a du potentiel. Tout, je crois que ma mère ou mon père lui a dit, si jamais il fait des bêtises, frappe-le. Et là, quand il m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux, c'est bon. Toi, j'ai carte blanche. Mais c'est vrai que, voilà, pour rebondir en tout cas sur certains de tes propos, là, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien, tu vois, de notre discussion. Mais on a été ça, ces discussions que toi et moi, on les a quand on se voit, tu vois. En vrai, on fait style devant les caméras. En vrai, on se parle comme ça déjà. C'est vrai. On fait style là. C'est vrai. D'ailleurs, tu as parlé de toi, quand je te parlais de tes parents qui travaillent trop. Moi, je sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Diallo, qui est le président de l'association des papas à Massy, qui a dit une chose que j'ai dite dans une des émissions. Et je discutais avec ma collègue Elsa, et parce qu'Elsa disait que aujourd'hui c'est compliqué par rapport à l'argent. Il faut que les deux parents ils travaillent parce que voilà, si les parents, si l'un des deux parents ne travaille pas financièrement, ça peut être compliqué. Et M. Diallo il disait, mais il avait le même avis que toi. Il disait que lui, dans sa situation à lui, il a fait en sorte, en tout cas, de moins travailler et des fois que sa femme travaille moins. En fait, ils alternaient pour s'occuper des enfants, les emmener au sport, parler avec eux, aller faire des courses avec eux, faire des activités avec eux. Et il disait qu'au final, deux parents qui vont faire que travailler, qui vont offrir du matériel à leurs enfants, au final, leurs enfants vont même pas, leur être reconnaissants parce que ce qu'ils voulaient, c'était de la présence. Plus que
du matériel, Bien sûr. des vêtements. Et voilà, ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure? Je vais juste te donner un exemple. Quand j'ai travaillé en périscolaire, ma sœur était directrice adjointe de l'école à ce moment-là. Donc on travaillait dans une école où déjà c'était très spécial. On a ce qu'on appelle les voyageurs, les gitans, dans le langage quartier. Il y avait les gitans, les rebeux, les renois. Ça traînait par ethnie. On est en primaire Déjà. Donc quand on est arrivé, on a cassé ces codes-là. On a créé on a fait des kermesses, on a fait plein de petits événements qui ont fait que ça a fédéré. Mais derrière ça, on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui déposaient leurs enfants à 7h pile, on ouvrait la garderie, nous. Et on fermait à 19h, voire 19h30 des fois pour les retards de train. Tu te dis, en fait, le petit ou la petite, elle fait 7h, 19h30 avec l'animateur, 2-3 heures avec ses parents, elle dort. Et 2-3 heures, je suis gentil, parce que quand tu as fait une journée à l'école, tu es cuit. Tu rentres, douche, dodo, parce qu'il y en a qui douche, c'était un luxe déjà dans cette école pour certains. Dodo. En fait, tu te rends compte que le petit, à la semaine, il a passé, je sais pas, 40-50 heures avec l'animateur et quelques heures avec ses parents. Si l'animateur, il n'est pas bienveillant, il veut pas transmettre une bonne éducation aux enfants, tu transmets tes enfants à qui? C'est ça. Donc, qui s'occupe de tes enfants? La plupart des animateurs, je les ai vus tirer les pulls, les trucs. Va là-bas, ça crie comme du n'importe quoi, etc. Si vraiment les instances étaient vraiment concernées, on se rendrait compte que les enfants, ils passent quand même beaucoup de temps avec les organismes, écoles, centres de loisirs, garderies. Donc c'est pour ça, pour en revenir à ce que tu as dit par rapport au papa, là, à défaut d'aller au travail, tu pénalises l'éducation de ton enfant. Et ouais. Tu as vu ce que tu dis, c'est grave important parce qu'en vérité, on a tendance à voir le métier d'animateur en tant qu'un métier, enfin en tout cas, c'est un métier qui est pris à la légère. Bien sûr. Alors qu'ils ont la vie d'enfants entre les mains. Bien sûr. Moi, je suis là quand je confie ma fille à des animateurs dans des maisons de quartier ou des centres. Et j'ai totalement confiance. Parce que je sais que vous allez vous en occuper et en même temps, en vérité, je sais que vous tenez la vie de mon enfant entre les mains. Si jamais vous bougez en sortie et que tu n'es pas bienveillant, gars, elle traverse le passage clouté, tu regardes pas, tu maintiens pas la distance qu'il faut faire en termes de réglementation au niveau de la sécurité, c'est chaud. Ah, c'est clair. Et c'est un thème il faut l'aborder, le thème des animateurs. Tu vois ça. Parce que c'est grave important. Grave important. Pour finir, mon frère, dis-nous quelles sont les activités généralement que tu mènes avec la fierté des nôtres et quelles sont tes perspectives? Alors, j'ai fait beaucoup d'événements sportifs. On avait pour projet de faire une sorte d'olympiade. Voilà, on aimerait bien organiser ça dans toute la ville. Comment on peut dire ça? J'aimerais bien également faire un partenariat d'écriture. Un concours d'écriture pour faire gagner des lots à certaines personnes qui méritent franchement. Franchement, on réfléchit à certains projets. On aimerait bien faire aussi un dîner presque parfait. Pourquoi pas? En fait, tout ça, c'est des événements qui créent des liens. Et derrière, en fait, quand on a l'attention des jeunes, on peut transmettre ces messages à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup on fait ça, tu viens, tu consommes, mais tu repars avec un message. Nous, on aura gagné. Moi, personnellement, quand j'allais au service jeunesse, il y avait une activité, elle s'appelait Ciné Pizza. Le film, ça pouvait être, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Harry va manger des crevettes. Le film, il m'intéresse pas du tout. Je venais parce qu'il y avait des pizzas. Ouais. Mais à la fin, j'ai passé un moment fédérateur parce que j'étais avec des gens que j'aimais bien. On a mangé des pizzas, les animateurs, je les aimais bien. On a regardé un film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les événements en tout cas, j'espère avoir une santé pleine pour pouvoir reprendre activement l'association. J'ai fait un partenariat en ce moment avec la mairie. Pour l'instant, on est encore vu comme des novices. Mais après, petit à petit, on croit en Dieu et tant qu'on est là, on continuera à faire ce qu'on fait. Comme tu l'as dit, en vérité vraie, on trouve ces activités-là, ces actions-là, c'est des prétextes. C'est ça. Pour transmettre. Bien sûr. En tout
cas, mon frère, je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité. Merci, ça fait longtemps qu'on devait faire ça, tu vois. Ça faisait longtemps. Vraiment, on devait être 3 avec M. Quenant de l'association Football 59 Together, mais comme on dit, en vérité, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et du coup, en vérité, on devait faire cette émission à 2 pour se parler et pour discuter et pour transmettre aussi. Tu vois. Et il faut que tu saches, mon frère, que je t'aime. Moi aussi. On est ensemble pour de vrai. Ouais. Ah là là.